Aujourd'hui, la thématique que l'on a retenue, en fait, ça vient du début de l'année. On a, en début d'année, eu une évolution réglementaire, hein, sur le document unique. Document unique qui est tout de même à la base, depuis de très nombreuses années maintenant, de la démarche de prévention en entreprise. Et puis, au sortir du Covid, on a eu aussi un certain nombre de risques qui avaient évolué en cours de temps, que ce soit le télétravail, que ce soit les risques sanitaires. Et donc, j'ai demandé aujourd'hui à Séverine de venir nous présenter cette évolution du document unique aujourd'hui. Donc, Séverine, je vais te donner la parole, je te laisse te présenter et puis après, on est parti. Tout à fait. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc Séverine Rouget, gérante de SR Prévention. J'accompagne les TPE et PME au management de la politique santé et sécurité au travail dans leurs entreprises, pour tout secteur confondu. Donc mes missions s'organisent autour, bien entendu, du DURP, sa réalisation, son suivi, son pilotage, mais également la réalisation de quarts d'heure sécurité, d'audits documentaires, d'audits de chantier et des missions de HSE de chantier. Voilà pour le tour d'horizon. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Alors, rappelle-nous déjà le cadre réglementaire, peut-être. Je crois que tu nous as fait un beau slide sur le cadre réglementaire du document unique. Tout à fait. Donc, sans rentrer dans tous les détails, parce que sinon on y passerait l'heure dédiée. Aujourd'hui, le DURP, il est obligatoire depuis le 5 novembre 2001. Toutefois, la forme est laissée libre et au choix de l'employeur. Ça peut être des tableaux, ça peut être un logiciel en ligne, ça peut être un tableur Excel, ça peut être un document issu de votre consultant. Toutefois, il faut qu'il garde l'unicité du document, c'est-à-dire que tous les éléments concernant le document unique doivent être consignés au même endroit. Et il y a 3 éléments à prendre en compte. Le fait qu'il soit cohérent dans toute sa démarche, donc depuis le choix des méthodes jusqu'à la liste des actions. Il doit être lisible, il doit être clair, c'est-à-dire qu'il doit être compris par l'ensemble des personnes qui peuvent lire ce document. Il doit être également complet. Par complet, on entend une annexe qui doit faire partie du DURP et qui concerne en fait les facteurs de pénibilité au travail. Donc, si vous y êtes soumis, vous devez annexer au DURP la liste le nombre de salariés concernés et le diagnostic d'évaluation de ces facteurs de pénibilité. Aujourd'hui, il y a également une mise à jour du document unique à réaliser. Cette mise à jour, elle est basée sur 3 critères. Donc, si vous avez des conditions du travail qui viennent modifier les conditions de santé et sécurité au travail, vous devez faire une mise à jour. Et également, si vous avez une connaissance technique qui est venue s'ajouter, qui est venue compléter en fait votre connaissance actuelle. C'est-à-dire par rapport à des analyses d'accidents du travail, par exemple, où vous auriez acquis des nouvelles informations. Ça peut venir de vos organismes de branche, de l'INRS, de l'OPPBTP. Donc, vous mettez à jour ce DURP en fonction de ces nouvelles acquisitions. Et il y a une 3e notion qui est un critère de temporalité, mais qu'on verra ultérieurement puisque ça rentre dans le cadre en fait d'une évolution de cette année. Et l'employeur a une obligation de résultat. Donc aujourd'hui, le résultat est attendu sur le zéro accident, ou tendre vers le zéro accident, et tous les moyens sont bons et utiles pour pouvoir mettre en place une politique de sécurité durable dans votre entreprise. Alors, qui est concerné ? On le voit très facilement, on le comprend très facilement auprès d'entreprises du BTP, des industries, où on imagine tout de suite les risques qu'on peut comprendre et qu'on peut palper très facilement. Toutefois, le DURP est obligatoire dès le premier salarié. Ça sous-entend que chaque entreprise, en fait, est concernée par la réalisation du DURP. Donc, premier salarié, y compris stagiaires, intérimaires, apprentis, puisqu'ils vont utiliser vos outils de travail, donc être soumis à vos risques professionnels. Et on a 2 catégories, en fait, qui sont souvent oubliées, qui sont les collectivités territoriales, les associations et les organisations, puisqu'elles aussi ont des salariés.
Concernant les pénalités, je vous les ai listées ici. L'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail parce qu'on va y passer du temps. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces thématiques-là, je vous enjoins à retourner vers le Code du travail, hein, qui vous les expliquera très facilement. Mais on peut parler de faute inexcusable de l'employeur, d'amende pénale, de délit d'entrave ou de dommages et intérêts au niveau des salariés. Par contre, le point sur lequel moi je fais… Excuse-moi, juste une petite précision, Séverine. Là, on voit la pénalité directe. Faut bien voir qu'en cas d'accident du travail grave, une des premières questions que va poser l'inspecteur du travail, c'est de voir le document unique. Et si cet accident, s'il n'y avait pas d'action pour prévenir cet accident, si ce risque n'avait pas été identifié, ça va aggraver en fait le cas. Donc on a vraiment là les pénalités directes si le document unique n'est pas fait. Il faut savoir que c'est un point d'aggravation en cas d'accident et que c'est systématiquement demandé par l'inspection du travail. Tout à fait. Ainsi que les mises à jour et être au fait de l'actualité réglementaire par rapport aux évaluations des risques professionnels, tout à fait. Et donc, pour poursuivre, donc les points de vigilance sur lesquels je souhaite attirer votre attention aujourd'hui, c'est la réalisation d'un document par établissement. Si vous faites partie d'un groupe, vous pouvez très bien mettre en place une politique commune, globale et générale de prévention des risques professionnels, réaliser un DURP général et générique. Toutefois, vous devez l'adapter à votre établissement. J'ai une petite expérience sur laquelle je peux vous faire part aujourd'hui. C'était des magasins, donc de distributeurs, qui avaient décidé de faire cette politique de DURP au niveau du siège, et l'ensemble des établissements avaient récupéré le DURP et l'avaient appliqué tel quel. Sauf qu'il y a eu des travaux de maintenance à réaliser sur un des établissements en toiture, et l'une des mesures écrites dans le DURP, c'était la présence de garde-corps. Sur cet établissement, il n'y avait pas de présence de garde-corps et l'accident est arrivé. Donc, si vous avez une politique générale, bien entendu, il faut qu'elle soit stratégique, il faut qu'elle soit unitaire par rapport à l'ensemble des établissements, mais veillez bien à vous assurer de l'adéquation avec votre établissement. De même, vous ne pouvez pas faire un DURP et appliquer des mesures de gestion, de prévention pour prévenir les risques professionnels et l'accident du travail sans faire une visite de site. Ça vous permettra d'avoir vraiment les meilleures adéquations, les meilleures évaluations, les meilleures mesures qui vont être mises en place sur votre site par rapport à vos caractéristiques générales. Et si vous souhaitez avoir une prévention des risques professionnels positive, durable et surtout auquel les salariés adhèrent, il faut une implication de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, depuis le directeur jusqu'aux compagnons, jusqu'aux salariés, jusqu'aux opérateurs, puisque c'est eux qui vont vous apporter en fait des informations pour mettre à jour aussi, selon leurs conditions du travail, les meilleures techniques disponibles ou les meilleures mesures à mettre en place pour assurer leurs conditions du travail. Et j'insiste également sur l'exemplarité des premières lignes managériales. Un autre exemple, j'ai dirigé un chantier sur lequel j'avais un manager qui est parti en cours de chantier. Le premier manager s'habillait exactement comme les salariés qui intégraient le site, donc avec tous les EPI, donc les équipements de protection individuelle, lorsqu'il faisait sa visite de site. Quand on devait travailler sur la prévention, sur les rappels, c'était beaucoup plus facile puisqu'il voyait toutes les personnes équipées de la même façon. Le deuxième manager qui a repris le site suite au premier ne voyait pas l'intérêt pour lui en fait de porter ses EPI. Sauf que, puisqu'il était qu'en visite de site, sauf qu'effectivement, après, le travail était beaucoup plus difficile et à mettre en place en fait auprès des salariés, puisqu'ils ne voyaient plus une unité en fait dans la prévention des risques professionnels. Donc ça, c'est un des points très importants que vous devez avoir en tête. Tout à fait. Merci, oui, merci beaucoup pour ces rappels hein, qui sont donc le cadre qui existe depuis pas mal d'années désormais. Je crois que tu nous as préparé un petit sondage. Tout à fait. Donc, on vient de rappeler le cadre réglementaire du DURP. Je vous propose un petit sondage pour savoir si dans votre entreprise, vous avez mis en place un DURP ou si vous l'avez actualisé il y a moins d'1 an. Donc, soit vous pouvez flasher le QR code présent à l'écran ou renseigner l'adresse URL que vous voyez en bas à droite. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter et participer au sondage. Et pendant ce laps de temps, je vais vous présenter quelques chiffres. Notamment par une étude de la DARES qui a été faite en 2019, qui indiquait…
Excuse-moi. Pour ceux qui ne sont pas connectés avec le QR code, il faut taper sur l'événement OMC LFG. Même si aujourd'hui, le plus facile, ça reste le QR code, hein, avec votre appareil photo, ça devrait fonctionner. Mais si vous devez aller directement sur le lien Internet, vous mettez sur le site WooClap et vous tapez OMC LFG et vous obtiendrez le questionnaire. Tout à fait. Alors, gardez bien cette FLG. URL parce qu'il y aura un deuxième sondage après et c'est la même URL. Donc, pour reprendre sur les chiffres, pour l'étude de la DARES, en fait, a indiqué en 2019 qu'il y avait seulement 46% des entreprises qui avaient réalisé un DURP ou qui avaient actualisé les 12 derniers mois précédant l'enquête. Avec deux catégories, en fait, d'organisations, si je puis dire, qui étaient un petit peu en dessous de cette moyenne nationale, avec les établissements de moins de 11 salariés qui n'étaient que 41% à avoir réalisé un DURP, et les collectivités territoriales qui n'étaient que 33%. Donc aujourd'hui, ça montre qu'effectivement, il reste encore un peu de travail à réaliser. Est-ce que tu veux que je te donne la main pour que tu nous montres les résultats? Alors, oui. Si vas-y, je te laisse prendre la main. Alors, voilà, c'est bon, je vais la prendre. Voilà. Normalement, vous devez voir à l'écran. Alors, ça y est. C'est bon. Donc, on voit les résultats. Oui, tout à fait. Tu peux y aller. Voilà, donc on voit effectivement qu'il y a encore quelques sondages qui arrivent. La majeure partie quand même ont réalisé de l'assistance, ont réalisé le DURP ou l'ont actualisé il y a moins d'un an. Donc voilà, donc là ça a été classé par nombre de salariés dans l'entreprise et ensuite il y avait effectivement la réponse oui non. Donc vous vérifiez bien votre catégorie. On voit quand même qu'il y a quelques noms qui arrivent. Donc, pensez bien à mettre à jour votre DURP ou à le créer. Oui, quand on regarde, hein, suivant la taille des entreprises, on va être, pour les toutes petites, un tiers qui est pas à jour ou pas réalisé. Pour les entreprises de 11 à 50, on va être à 20% non à jour ou non réalisé. Et pour les entreprises un peu plus importantes, là, pour les 50-250 personnes, donc on est à, oui, toujours 25% à peu près, 20-25% de gens qui ne sont pas à jour ou qui n'ont pas réalisé. Donc on est mieux que les statistiques que tu nous donnais tout à l'heure, Séverine. C'est un bon point. Mais on est loin du 100% qui est imposé par la réglementation nationale. Tout à fait. Bon, après, voilà. on va voir justement cette petite spécificité ensuite sur les évolutions. Alors, est-ce que tu vas nous présenter... Oula, hop. Là, je vais les évolutions. Voilà, tout à fait. Donc là, je vais clôturer le sondage. Je te relaisse la main. Et donc, sur les évolutions, il y a 4 axes qui ont été établis pour mettre à jour la réglementation liée au DURP. Donc, notamment par rapport au mode d'élaboration du DURP. Aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait une implication des acteurs internes ou externes de l'entreprise. Interne, ça peut être le salarié désigné compétent s'il existe, ou son représentant externalisé, l'IPRP, donc l'intervenant en prévention des risques professionnels. Ça peut être des acteurs externes tels que l'INRS, l'OPPBTP, les organismes de branche, le réseau Anactaract, les CARSAT, bien entendu. Donc, vous avez tout un réseau qui existe autour de vous qui va vous permettre en fait de vous retrouver autour de la table pour pouvoir enrichir et avoir un DURP qui soit vraiment le plus riche possible en termes de mesures de prévention. Et cette élaboration doit aussi être participative. J'ai un petit peu élaboré et étudié cette donnée-là tout à l'heure, où effectivement, plus vous allez faire participer les salariés de votre entreprise, donc vous allez aller les sonder, aller vérifier quelles seraient les mesures qu'ils verraient mettre en place à leur poste de travail pour améliorer leurs conditions du travail, plus vous allez avoir une adhésion facilitée par la suite. Et plus ça sera représentatif des conditions réelles de travail dans votre entreprise. Et ça, elle doit être collective.
C'est-à-dire que chacun, à son niveau, doit pouvoir prendre en compte ou proposer des mesures de gestion. Le directeur, le manager de site, le RH, le service RH, les salariés eux-mêmes, bien entendu. Et il y a un des acteurs majeurs aujourd'hui qui est renforcé dans l'élaboration du DURP, c'est le CSE, s'il existe dans votre entreprise. Donc, il va bien entendu participer aux mesures de prévention et il va également participer au diagnostic d'évaluation des risques professionnels. Et on l'a vu tout à l'heure, il y avait une temporalité, en fait, un des critères de mise à jour du DURP, c'était la temporalité. Elle est obligatoire de manière annuelle, sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés qui aujourd'hui n'ont plus cette mise à jour annuelle obligatoire, à condition de vérifier que les deux autres critères, donc des conditions du travail ou les connaissances techniques, n'aient pas évolué dans l'année écoulée, bien entendu. Sinon, vous devez quand même mettre à jour votre DURP. Alors, j'aurais un conseil à vous donner. Si on imagine par exemple une société, une TPE, moins de 11 salariés sur 3-4 années, donc le nombre de salariés n'évolue pas, vous n'avez plus cette mise à jour obligatoire annuelle. Quand la faire? Ça, c'est la question. Le conseil que je peux vous donner, c'est au moins une fois par an, une fois par an et demi, 2 ans, à vous de voir en fonction de votre activité, de vos risques, de la gravité de vos situations pour ce délai-là, mais c'est de au moins le viser de temps en temps pour vérifier si les conditions du travail n'ont pas évolué, si les connaissances techniques n'ont pas évolué et si vous ne devez pas mettre à jour d'autres nouvelles actions. Auquel cas, vous pourrez mettre un petit visa sur votre DURP en disant « viser mais non modifier ». Si jamais vous avez un accident du travail dans les 2-3 ans à venir, on ne se posera pas la question de ce fait de savoir mais est-ce que vous avez revu votre DURP ou non pendant ce laps de temps. Au moins, vous aurez vraiment toute votre hiérarchie de mise à jour ou tout au moins d'essais de mise à jour s'il y avait des besoins. Dans le contenu, il y a eu des mises à jour également, des évolutions, avec la prise en compte de risques professionnels émergents liés aux conditions du travail. Donc, je les aborderai après. Et ensuite, dans les mesures de prévention à prendre en compte dans le DURP, il y a maintenant 2 catégories. Donc, soit les entreprises de moins de 50 salariés qui vont réaliser une liste d'actions. Donc, c'est tout simplement une liste des mesures à prendre dans l'année, avec éventuellement un calendrier d'action. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, on parle de PAPRIPACT. Le PAPRIPACT, c'est le programme d'action de prévention des risques et professionnels et d'amélioration des conditions du travail. Aujourd'hui, elle est rendue plus opérationnelle. Ce PAPRIPACT est rendu plus opérationnel avec, bien entendu, toujours la liste détaillée des mesures de prévention que vous allez mettre en place. Mais on va également y ajouter un calendrier de mise en œuvre, les ressources de l'entreprise qui seront mobilisées, le coût de cette mesure, qu'elle soit interne ou externe, l'achat éventuellement de matériel, etc. Ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une stratégie d'action tout au long de l'année sur toutes les mesures de gestion que vous allez prendre en compte. Ce que tu nous dis là, c'est vraiment excuse-moi, c'est vraiment la différence au niveau de 50 salariés sur quelque chose qui est un petit peu plus formel, le PAPRIPACT, et puis quelque chose qui peut être un peu plus léger qu'une juste une liste d'actions, sachant quand même qu'une liste d'actions, s'il n'y a pas un responsable et une date limite de réalisation, ça reste plutôt une liste d'intentions qu'une liste d'actions. Donc moi, je conseille quand même à tous de se rapprocher du format du PAPRIPACT. C'est toujours plus facile à suivre une fois qu'on aura défini qui doit faire quoi et quel coût et pour quand. Tout à fait. Voilà, même si la réglementation aujourd'hui s'assouplit un petit peu, je pense que dans les bonnes pratiques, on peut quand même conseiller d'être le plus précis possible pour que on puisse faire un suivi de ces actions. Tout à fait. On peut effectivement se rapprocher du PAPRIPACT et alléger certaines parties éventuellement. Tout à fait. Donc, concernant les évolutions, le 3e axe, c'est l'élargissement de la consultation. Aujourd'hui, les anciens salariés ont le droit de pouvoir consulter le DURP pendant la période de temps où ils étaient présents dans l'entreprise. Cette consultation est également élargie aux IPRP, donc aux intervenants en prévention des risques professionnels, qui sont les consultants qui peuvent vous conseiller, vous aiguiller, vous accompagner sur certaines thématiques ou l'ensemble des thématiques en prévention des risques professionnels. Et vous avez l'obligation également de transmettre le DURP au SPST auquel adhère votre entreprise.
Le quatrième et dernier axe d'évolution concerne les conditions... Excuse-moi, c'est vrai, excuse-moi. Pour préciser là, d'informer de laisser l'information aux anciens salariés, est-ce qu'il y a une forme sous laquelle on se doit de mettre à disposition? Aujourd'hui, la forme et la mise à disposition du document unique et l'obligation d'information des collaborateurs étaient assez ouvertes. Est-ce que ça reste assez ouvert sur le type d'information? Alors aujourd'hui, le type d'information, ça va être déjà la période de temps pendant laquelle il était présent dans l'entreprise, et ensuite l'ensemble des risques auxquels il était soumis et l'ensemble des mesures de prévention qui étaient adaptées à son poste de travail. D'accord. Et ça peut rester dans un classeur dans l'entreprise? Alors aujourd'hui, c'est souvent le cas. On a aussi des logiciels en ligne et on le verra, tu entames un tout petit peu le point suivant qui va faciliter justement cette prise de consultation par les anciens salariés. Après, ça peut être une extraction du DURP sur la période concernée par rapport à son poste de travail et donc on lui fournit le PDF associé. Tout dépend en fait du support et du format déjà que l'entreprise utilise. Il y a des logiciels en ligne aussi également, donc on peut, sur la base des historiques qui existent dans ces logiciels, on peut extraire les historiques du DURP et transmettre cet historique auprès de l'ancien salarié en demande. D'accord, merci. Je t'en prie. Et donc, les conditions d'archivage sont le dernier axe d'évolution. Donc, à partir du 31 mars 2022, vous avez l'obligation de conserver toutes vos versions, qu'elles soient initiales ou des mises à jour de votre document unique, et ce pendant 40 ans. Donc, chaque version doit être conservée pendant 40 ans pour pouvoir effectivement aux anciens salariés de pouvoir avoir accès à l'information en fonction de ses besoins. Il y a une nouvelle condition, l'archivage va devoir être dématérialisé. Donc, sur une plateforme de l'État. Aujourd'hui, on attend encore les décrets d'application pour cette plateforme dématérialisée. C'est en cours de travail. J'aurais espéré pouvoir vous le présenter aujourd'hui, mais on n'a pas encore les textes. Donc, on est toujours en attente et très en attente de cette demande. Voilà pour cette slide. Énormément d'évolution en fait sur ce décret du mois de mars 2022. Et en conclusion, pour ces axes d'évolution, en fait, vous l'aurez compris, on va aller chercher en fait ces 30% d'entreprises qui n'ont pas encore réalisé le DURP pour les inciter à mettre en place une prévention des risques professionnels. Le fait qu'il y ait tout un tas d'acteurs autour de la table pour discuter de la prévention des risques professionnels va permettre d'avoir une dynamique en fait dans la prévention des risques professionnels, d'avoir une dynamique, une richesse, d'être au top en fait de l'actualité si vous voulez, et des techniques disponibles qui sont mises à votre disposition via les différents organismes pour avoir le meilleur dans le document unique. Peut-être un petit rappel. Tout à fait. Petit rappel très bref quand même, parce qu'on n'est pas là pour revoir tous les principes généraux. Ce qu'il faut retenir en fait dans ces principes généraux, c'est qu'il y a effectivement des mesures organisationnelles. On peut classer ces 9 principes en fait sous 3 mesures qu'on va retrouver dans le DURP. Donc des mesures organisationnelles, des mesures humaines, comme tenir compte adapter le travail à l'homme, et techniques. Donc, sur la base de cette roue de la prévention, qui aujourd'hui, donc l'association MAS m'a permis de diffuser cette image, et je les en remercie aujourd'hui, puisque l'association MAS, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association qui permet, via leur référentiel, en fait, de structurer une démarche SST et SSE. Donc, sur la base de ces 9 principes, il y a un deuxième sondage auquel vous allez pouvoir vous connecter. Donc, si vous avez gardé le lien, c'est parfait. Vas-y, je te laisse lire la question, Séverine. Alors. Moi, je vais me connecter pour y répondre. Alors, attends. Donc, du coup, selon vous, sous quel principe de prévention, des 9 principes de la roue de la prévention, peut se ranger le DURP? Donc, on a plusieurs réponses possibles. Alors, j'arrive pas
pas avoir le lien. Ça a l'air bloqué. Moi, de mon côté, c'est bloqué en tout cas. Bah, moi aussi, c'est bloqué. Ouais, je pense que c'est parce que tu as fermé le Bah, je les ai questionnaire. rouverts, en fait. Mais du coup, ça devrait Ah. fonctionner. Alors, faire une réactualisation. Bon. Bah, a priori, un petit souci. Ah, moi, je les ai affichés à l'écran. Est-ce que vous l'avez? Ah, ça y est. Ça y est, c'est parti, c'est bon. Vous pouvez maintenant répondre à la question. Donc, Voilà. sous quel principe au pluriel ou au singulier de prévention peut-on se ranger avec le document unique? Alors, il y a 3 possibilités. Sur aucun des 9 principes, sur évaluer le risque, éviter le risque, évaluer le risque et planifier la prévention, ou au niveau de tous les principes. Chacun répond comme il... Voilà. Si tu peux me redonner la main, je vais peut-être pouvoir présenter en direct le résultat du sondage. Vas-y, c'est pour ça. Normalement, vous êtes censé voir le résultat du sondage. On a quand même une tendance qui est le QR code. Alors, je vais remettre le QR code à l'écran. Voilà. Ça, vous allez pouvoir le flasher. Hop, hop, hop. Il est ici. Voilà. Ah oui, faut que je le présente. Non. C'est pas moi qui partage, Séverine, pour mettre le QR code. Tu as besoin du partage? Je rends la main après. Voilà. Donc là, j'ai remis le QR code pour que chacun ait encore la possibilité de répondre à cette deuxième question. On laisse encore quelques secondes. Et puis, je te rends la main pour que tu puisses nous donner les résultats sur cette question. Alors là, hop. Je reprends la main du coup. Vas-y. Voilà. Donc, vous devez avoir normalement les résultats. Voilà. Bon, globalement, on voit la même tendance que tout à l'heure, hein, même si le nombre de questions, on a un peu plus de 50 réponses déjà maintenant, ce qui fait un taux de participation de l'ordre de 50% des gens qui sont présents aujourd'hui. Et on voit que pour les 2/3, on est sur tous les principes sont à mettre en œuvre au sein du document unique, et puis un tiers où on fait uniquement l'évitement, l'évaluation et la planification de la prévention. Et puis une personne qui a répondu sur aucun des principes. Là, voilà. On pourra peut-être en discuter par la suite. Il a peut-être une vision tout autre du document unique, c'est tout à fait possible. Donc effectivement, on peut retrouver ces 9 principes dans le DURP. Je l'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure, puisque l'ensemble des 9 principes, on peut les classer sous des mesures organisationnelles, techniques ou humaines, qui sont les 3 caractéristiques en fait des mesures de prévention qu'on peut prendre suite à l'évaluation des risques professionnels. Donc les mesures organisationnelles, par exemple, ça peut être adapter le travail à l'homme. J'ai l'exemple en fait d'une plateforme de sonde de forage pour de la pollution des sols où les carottes étaient mises au sol et donc le technicien en charge du relevé des carottes était au sol toutes les 5 minutes à faire le prélèvement, les relevés, etc. On a décidé de mettre en place finalement une table sur tréteau qui pouvait être très facilement déplacée en fonction de l'atelier de sondage et les conditions du travail ont été améliorées de ce fait. Donc ça, c'est un premier point par exemple. Dans les mesures humaines, ce qu'on peut voir, c'est ou organisationnel également, travailler dans des capacités fermées, par exemple, pour assurer le nettoyage de la cuve sous forte chaleur. Et donc, sur un chantier, on a décidé d'adapter finalement les horaires de travail. Normalement, les horaires de travail, c'est 7h, 16h. On les a adaptés en mettant plutôt très tôt en matinée, avec l'accord, bien entendu, de l'employeur qui, donc les heures ont été modifiées à partir de 5h jusqu'à midi, 13h, 14h. Comme ça permettait effectivement de travailler à la fraîche et de ne pas subir en fait les grosses chaleurs dans ces cuves en métal fermées l'après-midi.
Les mesures techniques, ça peut être, être toujours à l'affût en fait de ce qui existe, des meilleures techniques qui puissent sortir. Par exemple, pour les opérateurs qui ratissent les enrobés derrière les machines, il y a ce qu'on appelle maintenant des exosquelettes qui permettent de faciliter le travail de l'opérateur et d'éviter les TMS ou tout au moins de les limiter. Donc, soyez à l'affût en fait de ces meilleures techniques qui permettent toujours d'améliorer les conditions du travail de vos salariés. Tout à fait, merci. Si on parle un petit peu de ces facteurs humains, organisationnels et techniques, la technique évolue toujours, mais on se réfugie souvent derrière la technique. Mais il faut vraiment aller jusqu'au facteur humain. Alors, c'est surtout pas en disant ça que je dis que c'est de la faute des personnes, mais c'est plutôt grâce aux personnes qu'on va éviter les risques. Et donc, il va falloir bien comprendre ce que les personnes font. Je vous renvoie sur d'autres webinaires qu'on a fait sur les neurosciences et donc le fonctionnement de notre cerveau. Je vous renvoie sur des problématiques d'addiction, je vous renvoie sur des problématiques de compréhension. Voilà, donc il faut vraiment bien intégrer les facteurs humains et les solutions qui prendront le plus en compte les facteurs humains permettront d'avoir les meilleurs résultats. Tu parlais tout à l'heure de l'influence de la direction, de l'exemplarité. Ça fait partie des facteurs humains, hein. C'est pas le tout de mettre les EPI. S'il n'y a pas un message clair, c'est-à-dire une implication du plus haut management à appliquer les règles, on aura beau mettre toute la technique et toute l'organisation, on butera directement sur le facteur humain. Tout à fait. Voilà, je vois des questions concernant les webinaires. Alors, oui, je pourrais renvoyer les liens vers les webinaires, tout à fait. Avant de continuer, je souhaite revenir juste sur un point concernant l'archivage du DURP. Aujourd'hui, même si on n'a pas encore la plateforme dématérialisée et le décret qui va permettre de savoir comment y accéder, par quels moyens, il y a quand même 2 dates à retenir. Donc, c'est le 30 septembre 2022 pour les entreprises de moins de 150 salariés qui devront en fait déposer ce document unique sur la plateforme dématérialisée d'État. Ça arrive très vite. Aujourd'hui, j'ai refait une veille réglementaire avant ce webinaire. A priori, à ma connaissance, on n'a toujours pas les informations pour le dépôt sur cette plateforme dématérialisée, sachant que c'est dans 15 jours, c'est très, très court. Donc, on est quand même à l'affût pour vous transmettre cette information-là le plus rapidement possible. Et pour toutes les autres entreprises, en fait, ça sera à partir du 1er juillet l'année prochaine, donc 2023. Oui. Et donc, ça va faire vraiment un très grand changement. Et là, en effet, il faut se tenir informé. Et les veilles réglementaires sont vraiment très importantes pour être à jour une fois que ça va être disponible. Comme souvent, c'est un petit peu de retard, mais une fois que ce sera mis en place, il faudra pour tous, dans toutes les organisations, réagir assez vite. Tout à fait. Donc, si vous l'avez Voilà, pas je vois encore, passer donc si vous n'avez pas votre DUR ou s'il n'est pas été mis à jour, pensez à le faire maintenant, dans les 15 jours qui vous restent, si vous êtes une entreprise de moins de 150 salariés. Voilà. On continue la présentation. Je te repasse la suite. Tout à fait. Donc, on va Donc, rentrer un petit peu justement, pour ceux qui n'auraient pas encore fait, donne-nous un petit peu la méthodologie pour le faire. Voilà. Donc, tout d'abord, la préparation. Si j'ai vraiment un conseil à vous transmettre sur la réalisation du DURP aujourd'hui, c'est la préparation. Tout projet, en fait, tout succès de projet est conditionné à la phase préparatoire. Donc, mettez-y les moyens, aussi bien financiers que humains. Donc, vous allez commencer par créer un groupe de travail pluridisciplinaire, on l'a vu tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Et vous allez surtout nommer un pilote de votre démarche. Si vous n'avez pas de pilote, ça sera voué à l'échec, puisqu'effectivement, tout le monde va partir un petit peu dans tous les sens. Il faut quelqu'un qui structure le projet avec des dates définies pour chacune des thématiques. Ce pilote peut être le salarié désigné compétent de votre entreprise en termes de santé et sécurité au travail. Ça peut être une autre personne du groupe de travail. Ça peut être l'IPRP, donc l'intervenant en prévention des risques professionnels. Et ça peut être quelqu'un d'autre, bien entendu, en fonction des compétences et de l'appétence, en fait, sur le pilotage d'une démarche. Ensuite, vous allez identifier les moyens que vous allez y mettre en termes financiers, en termes donc de dépenses internes, externes,
de temps, aussi bien dans la durée que va prendre le chantier que combien de temps vous vous laissez pour réaliser toutes les tâches du DURP. Et vous allez peut-être avoir besoin de formation au niveau interne pour réaliser le DURP. Donc, pensez vraiment à tous vos besoins et mettez-les en place à cette étape-là. Vous allez ensuite définir vos unités du travail. Si vous ne connaissez pas encore ce terme-là, je vous enjoins à aller chercher une vidéo sur Internet qui a été faite par l'ANACT, qui est très bien faite, qui explique comment comment définir son unité de travail. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une unité de travail, c'est à la croisée en fait de deux choses. C'est l'organisation du travail, bien entendu, c'est-à-dire la manière de répartir le travail entre les hommes, les lieux, etc. Donc là, on va s'attaquer à la santé mentale de l'individu et aux conditions du travail dans lesquelles le travail va être réalisé, c'est-à-dire l'environnement du travail, le bruit, l'éclairage, les risques infectieux éventuels. Et là, on va s'attaquer vraiment à la santé corporelle de l'individu. Donc, vous comprenez bien qu'une unité de travail, ce n'est pas une zone définie, mais ça peut être des mixtes entre une zone géographique de votre entreprise, entre des métiers, entre des services de votre entreprise. Donc, définissez bien vos unités de travail pour qu'elles soient représentatives des risques professionnels que vous allez définir ensuite. Ensuite, vous allez choisir vos méthodes. Il existe plusieurs méthodes différentes dans les diagnostics, avec des grilles, des checklists, des logiciels spécifiques qui peuvent vous accompagner dans la démarche. Définissez-les en fonction de vos besoins, en fonction de vos limites, éventuellement, en fonction de vos risques également. Et l'un des derniers points primordiaux dans la préparation, c'est la communication. En fait, il va falloir que vous ayez une communication aussi bien en amont que pendant le déroulé qu'après le projet, la réalisation du DURP. Donc, en amont, ça va être présenter la démarche, pourquoi vous le faites, quel va être votre bénéfice, quels vont être les attendus en fait de cette démarche. Et si bien que vous allez impliquer l'ensemble des collaborateurs, ceux qui seraient éventuellement dans l'attente de vous aider sur cette démarche vont peut-être aussi se proposer. Pendant, ça va permettre de rassurer, de voir que vous ne lâchez pas le morceau, que vous êtes toujours dessus. Et après, surtout, vous allez présenter vos mesures de prévention des risques professionnels qui auront été détaillées et précisées et validées. Voilà, faut bien voir que les résultats, même quand on fait comme ça ce travail pluridisciplinaire, donc avec l'ensemble des équipes, le résultat n'est pas que le document unique, le résultat est également une meilleure communication dans l'entreprise et une amélioration potentiellement de bien d'autres points que uniquement la sécurité. Donc c'est l'avantage de pouvoir travailler en groupe de projet. Donc une fois qu'on a, pardon. Une fois qu'on a préparé son projet, on va identifier les risques professionnels. L'objectif ici, ce ne sera pas de détailler les 17 risques qui ont été recensés par l'INRS. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces 17 risques, vous pouvez consulter différents documents de l'INRS et notamment le document intitulé « Évaluation des risques professionnels, aide au repérage des risques dans les PME et les PMI ». Alors, même s'il est adapté au PME-PMI, en tant que TPE, vous pouvez très bien l'utiliser et l'adapter par rapport à vos risques qui seront recensés. Moi, aujourd'hui, je vais m'intéresser seulement aux 4 risques là, qui sont un petit peu qui sont un peu plus visibles, parce que ce sont soit des risques émergents, soit des risques sur lesquels on a des statistiques qui sont assez lourdes. Et avant de commencer, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est qu'un risque, un danger, un dommage, parce que souvent les notions sont un petit peu mélangées. Donc le danger, en fait, c'est la propriété intrinsèque d'un produit, d'une situation dangereuse, d'un équipement qui est susceptible de causer un dommage à la santé mentale ou physique de votre salarié. Le dommage étant, lui, le préjudice subi par le salarié, d'un point de vue physique ou mental. Et quand on prend le risque, c'est une notion un peu plus abstraite, qui est inobservable directement et qui est en fait un événement possible, mais incertain. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir rentrer dans ces catégories-là que je vous ai mis en exemple aujourd'hui. Le premier concerne les TMS, donc c'est lié à la charge physique de travail. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des maladies professionnelles reconnues sont directement liées au TMS.
Donc, on a aujourd'hui des maladies professionnelles qui sont très fortes, avec souvent des incapacités temporelles, donc des séquelles lourdes, puisque 40% des TMS entraînent des incapacités lourdes au poste de travail. Donc, c'est vraiment une problématique aujourd'hui à prendre en compte très fortement dans vos entreprises si vous y êtes concernés. Et face à cet enjeu majeur, en fait, la CARSAT, avec l'assurance maladie professionnelle, a reconduit cette année un programme qui est intitulé TMS Pro. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous enjoins à vous rapprocher de votre ingénieur conseil de la CARSAT de votre région pour pouvoir déployer cette méthode. Donc, c'est vraiment une méthode structurée qui va vous permettre de prendre en main les risques professionnels liés au TMS et de pouvoir avoir des actions durables sur ce risque. Le deuxième risque concerne les produits chimiques. Donc aujourd'hui, il y a une obligation d'évaluer la polyexposition de vos salariés aux différents produits chimiques auxquels ils sont soumis, qu'ils y soient soumis de manière successive ou combinée. Ça peut paraître assez fastidieux dans un premier temps à prendre en compte, mais vous pouvez vous faire aider par soit les CARSAT, encore une fois, ou des bureaux d'études spécialisés dans le diagnostic au poste de travail qui vont vous permettre d'avoir des évaluations chiffrées et vous permettre ensuite de savoir quelle est la réelle exposition de vos salariés au poste de travail sur ces produits chimiques et de pouvoir adapter ensuite les mesures de prévention en adéquation avec la réalité du terrain et de votre entreprise. Le troisième risque aujourd'hui, c'est lié aux agents biologiques. On est toujours en crise sanitaire liée à la Covid-19, ce qui a conduit aujourd'hui à avoir ce risque émergent, évolutif, changeant, très volatile, qui peut être assez difficile à prendre en compte dans un DUERP, vu les conditions de réalisation qu'on a vues tout à l'heure, puisqu'il doit être fait dès qu'il y a une condition de travail qui change, dès qu'il y a effectivement des mises à jour, des nouvelles procédures. Par exemple, l'OPP-BTP, donc pour les entreprises du BTP, en mars 2022, et aujourd'hui encore, puisqu'on est sur le même modèle, on en est à la 20e version du guide de préconisation de continuité des activités en Covid-19. Ça peut être très lourd à gérer. Donc, une façon simple, en fait, c'est de vous réunir autour de la table sur ces risques émergents qui sont volatiles, de réaliser l'analyse des risques et les mesures de prévention des risques professionnels sur la base d'un DUER classique, mais de faire un volet spécifique sur ce risque émergent volatile et avec l'adhésion de l'ensemble des personnes autour de la table, de pouvoir mettre à jour facilement les mesures de prévention au regard de l'évolution de ce risque. Si bien que vous n'avez pas à repartir sur toute la stratégie en fait du déroulé et de méthodologie de création du DUERP, vous ne mettrez vous ne mettrez à jour que ce volet relatif à cette Covid-19. Ce qui peut me faire aussi un lien très facile avec les risques psychosociaux, autrement dit les RPS, puisqu'aujourd'hui, suite à cette pandémie, on a un risque émergent concernant le télétravail qui a été très largement déployé ces dernières années. Mais il faut savoir que le télétravail, en fait, a engendré beaucoup de fractures sociales, beaucoup d'isolement. Donc, c'est à mettre au cas par cas en place dans votre entreprise selon des conditions très spécifiques. Donc, pareil que pour la Covid, le fait de mettre en place des mesures de prévention et de les mettre à jour régulièrement en fonction peut-être du nombre de salariés, en fonction des conditions du travail qui pourraient évoluer dans votre entreprise, ça peut être effectivement un frein à la mise à jour de votre DUERP. Vous pouvez très bien faire appel dans le DUERP à l'accord de QVCT si vous en avez dans votre entreprise et toutes les mesures de prévention seront déclinées dans ce document que vous pourrez mettre à jour de manière facile, régulière en fonction de vos besoins. Vous pouvez également mettre en place en fait certaines mesures de prévention éventuellement dans le contrat de travail. Toutefois, faites attention puisqu'une fois qu'il y a un avenant au contrat de travail qui est fait, vous devez avoir l'accord du salarié pour pouvoir le modifier. Donc, passez plutôt par vos documents d'entreprise généraux. Le dernier point d'avancée sur les RPS concerne la définition du harcèlement sexuel.
Aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que le webinaire de la semaine prochaine va le prendre en compte, mais je vais Le juste mois prochain, aborder oui. très succinctement, voilà, je vais aborder très succinctement ce point-là. Aujourd'hui, il y a la conscience collective, en fait, d'une répétition de propos ou de comportements peut conduire à la classification de harcèlement sexuel. Donc, pensez à modifier votre règlement intérieur en conséquence. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui sur ce risque qui sera probablement vu la semaine prochaine. Tout à fait, on verra ça plus en détail, donc c'est le mois prochain. Voilà. Mais vous retrouverez en effet les éléments. Déjà sur LinkedIn, hein, suivez la INF et vous verrez tous ces événements-là. Mais on essaye en effet de créer des événements par rapport à ces risques-là. Et que ce soit sur les TMS, les RPS, les agents biologiques, ça fait partie de nos thématiques que l'on aborde justement parce que ce sont des nouveaux risques professionnels et qu'il faut essayer de mieux les cerner pour mieux les prendre en compte dans l'entreprise. Voilà. On passe à la diapo suivante, Séverine. Tout à fait. Hop. Tout à fait. Donc, une Alors, fois que voilà. les risques sont identifiés, on va aller les classer. Donc, le risque étant l'éventualité de rencontre entre l'homme et son danger, il y a deux notions qui rentrent en compte. C'est la probabilité, donc c'est-à-dire la probabilité de survenance qu'un dommage se réalise selon soit une fréquence d'exposition ou une durée d'exposition à un agent biologique, chimique, etc. Et le deuxième point, la deuxième notion, c'est la gravité, c'est-à-dire la qualification en fait du degré de dommage mental ou physique, toujours, hein, j'insiste, sur l'homme relative au danger auquel il a été exposé. Donc, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la préparation, il y a différentes matrices, différentes grilles qu'on peut utiliser. Ici, je vous en ai proposé certaines. Il en existe d'autres. Donc, à vous, en fait, de… Ouais. Oui? Non. Continue. D'accord. J'ai coupé le micro. Donc, à vous, en fait, de choisir la meilleure grille qui soit en adéquation avec vos activités, avec vos conditions du travail. De ce fait-là, une fois que vous avez classifié votre risque, vous allez mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels et vous allez reclassifier une deuxième fois ce risque avec pour objectif d'avoir un coefficient de pondération en fonction du nombre d'axes de travail sur les mesures de prévention que vous aurez prises. Donc, les axes de travail, je le rappelle, c'est les mesures organisationnelles, des mesures techniques et bien entendu des mesures humaines. Et donc, par exemple, je vais vous présenter un petit cas d'école rapidement pour comprendre en fait à quoi va servir cette classification. On a une entreprise de BTP qui est située dans une zone à fort trafic de poids lourds intenses. Les activités de l'entreprise sont essentiellement du second œuvre, donc plombier, carreleur, mais il arrive parfois que certains clients demandent un ravalement de façade, donc du travail en hauteur. Cas 1, la circulation routière. Vous avez un premier risque identifié. Alors, je ne vais pas reprendre tous les risques liés à cette activité. J'en ai juste pris deux pour vous montrer un petit peu où je vais vous emmener ensuite. Donc, ce risque routier, on va le définir comment? Donc, l'entreprise, elle est classée dans une zone géographique qui nécessite de prendre en compte une autoroute très passante qui est réputée, on a les chiffres à l'appui, et qui est réputée avoir un accident grave le matin, un accident grave le soir par trajet. Les dommages de ces accidents sont souvent graves, pouvant entraîner également la mort. Donc, la probabilité auquel vos salariés vont être soumis pour arriver chez vous, en fait, on va le classer en probabilité 4, donc régulière, puisqu'on va se rendre plusieurs fois au travail, au moins 2 fois, mais voire plusieurs fois en fonction des déplacements. Et la gravité va être de 4. Donc, 4 fois 4, 16, on a un risque majeur de 16. Par rapport à ces activités de travail en hauteur, aujourd'hui, on a dit que ces travails en hauteur, c'était une fois de temps en temps en fonction de la clientèle. Donc, la probabilité de survenance va être plutôt classée en faible, donc 1. Par contre, la gravité va rester 4, puisqu'on peut toujours atteindre le niveau maximal avec la mort. Donc là, on va avoir un risque coté à 4. Donc, cette hiérarchisation, vous l'avez compris, aujourd'hui, montre que pour cet exemple, ce n'est pas forcément l'activité en tant que telle de l'entreprise qui va être prioritaire, mais plutôt le risque routier. Et donc, cette priorisation va vous permettre
d'ajuster les mesures de prévention dans l'année qui va s'écouler selon cette hiérarchisation et selon les risques les plus importants que vous aurez relevés. Ce qui me permet d'avoir la bonne transition pour la slide suivante. Allez. Bon, sachant qu'en parallèle, le risque routier, c'est quand même le risque mortel le plus important pour toutes les entreprises confondues. Donc, on parlait tout à l'heure des TMS dessus, mais le risque routier est également un risque très important à prendre en compte, puisque c'est le risque mortel le plus important. Tout à fait. Je te laisse sur le dernier point, donc le plan d'action. Le plan d'action, tout à fait. Donc, une fois qu'on a travaillé sur l'évaluation des risques, la classification, on a la priorisation de nos actions à faire dans l'année. Ce que je vous ai présenté ici, c'est une ancienne entreprise de menuiserie qui a été rachetée par un nouvel employeur. Les équipements étaient un petit peu vétustes et aujourd'hui, on souhaite s'assurer d'un point de vue organisationnel si l'entreprise est soumise au risque TMS ou non. Donc là, on va faire appel au programme TMS Pro de la CARSAT. On va vérifier aussi si d'un point de vue technique, il n'y a pas des nouvelles machines qui seraient sur le marché du travail qui permettraient de réduire encore plus les risques professionnels identifiés. Et en mesure humaine, on a identifié sur cette société que les opérateurs qui utilisaient la machine n'étaient pas forcément à jour de leur formation PRAP, donc en gestes et postures, et donc on va les reformer. Et donc là, on a effectivement, donc on a bien le pilote, donc ce que tu disais tout à l'heure, Eric, pour les listes d'actions des entreprises de moins de 50 salariés, voilà, toujours définir effectivement un pilote qui permet de gérer l'action. Alors c'est peut-être pas forcément lui qui va faire l'action, mais il va au moins aller checker de temps en temps qu'on est toujours dans les délais qu'on s'est fixés pour réaliser la mesure de prévention. Exactement. Et donc, les acteurs, c'est bien eux qui vont réaliser l'action. Avec les dates d'échéance qu'on a vues donc tout à l'heure, très important également, parce que si on ne se fixe pas de date, on va laisser couler, on aura toujours quelque chose de mieux à faire. Alors mieux, pas forcément par rapport à la prévention des risques, mais par rapport au développement de l'activité. Le calendrier de mise en œuvre, les coûts internes, les coûts externes, et surtout définissez votre indicateur de résultat pour voir si votre mesure est satisfaisante au regard de l'objectif visé. Donc voilà, donc vous voyez bien que sur cette base de plan d'action, les différentes mesures organisationnelles, techniques et humaines vont devoir être intégrées au plan d'action pour amender en fait votre prévention des risques professionnels. Donc aujourd'hui, et pour compléter un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Eric, je vais vous faire part en fait d'un cas d'école que j'ai eu tout récemment. En fait, un chef d'entreprise que j'ai contacté et qui m'a précisé qu'il était à jour, qu'il n'y avait aucun souci, qui gérait la prévention des risques professionnels. Bon. 3 mois plus tard, il y a eu un accident du travail, donc avec des doigts coupés. C'est le chef d'entreprise lui-même, en fait, qui a subi cet accident du travail. Et quand j'en rediscute aujourd'hui avec lui, en fait, il est dans l'incompréhension. Alors, il est déjà choqué par ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, il est dans l'incompréhension. Incompréhension, pourquoi? Parce que pour lui, il était à jour de sa documentation. Et c'est ce que disait Eric tout à l'heure, et je voudrais vraiment rebondir dessus, c'est que le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est vraiment la pierre angulaire de votre prévention. Mais ce n'est pas tout, ça ne doit pas s'arrêter là. Vous devez mettre en place votre plan d'action et vous devez mettre en place aussi des actions complémentaires à ce plan d'action, avec des sensibilisations régulières auprès des salariés, par des quarts d'heure sécurité par exemple. Mais vous devez vraiment animer votre politique tout au long de l'année pour qu'elle soit vraiment efficace, qu'elle soit utile et éviter ces accidents du travail. Donc voilà, c'est vraiment la chose que je souhaitais vous faire part aujourd'hui. Tout à fait, mettre en place une véritable culture sécurité et pas uniquement une conformité réglementaire. C'est vraiment deux choses très différentes. On a parlé aujourd'hui de la conformité réglementaire, des points qui sont dessus, mais la sécurité, ça va bien au-delà. On est vraiment dans une culture, et la culture part du chef d'entreprise, mais doit être partagée par l'ensemble des collaborateurs, des stagiaires, des intérimaires, des entreprises extérieures qui viennent dans vos locaux. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Séverine. Je crois qu'on est arrivé au bout. Il est 17 h, donc on a rempli dessus. Merci pour nous avoir fait un condensé. Le document unique,
c'est très vaste. On aurait pu en parler pendant des heures, mais là, en 1 heure de temps, on arrive à avoir un concentré d'une manière assez claire sur les obligations d'un côté et puis les dernières évolutions du début d'année. Maintenant, on va enchaîner sur un temps d'échange. Donc, s'il y a des questions de vous, écoutez, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra, poser les questions sur le chat si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir caméra et micro. Voilà, je vous laisse la parole. Je vois que pour l'instant, il y a beaucoup de remerciements qui arrivent sur les côtés. Moi, j'en avais reçu également par mail en insistant sur la clarté de tes propos, Séverine, sur quelque chose qui était très clair. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être avoir quelques questions quand même. Oui, Monsieur Mollet, Oui, bonjour. allez-y. Donc Éric Mollet, actuellement cadre en une grande entreprise. Je voudrais poser une question concernant, je l'ai posée dans le chat, s'agissant de l'action qu'une entreprise peut avoir sur, en particulier quand on prend l'exemple du risque lié à la circulation, là, dans l'exemple précédent, qui est un risque exogène à l'entreprise. En dehors de la prévention et la sensibilisation de tous les gens qui travaillent chez nous, quelle action concrète on peut avoir pour limiter tous ces risques routiers qui se passent à l'extérieur de l'entreprise, mais qui sont sur le trajet domicile-travail ou business to business. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui peuvent mettre en place. C'est vrai que c'est assez complexe à gérer. La question est très pertinente. En fonction de comment vous situez, vous pouvez faire passer des stages Centaure, par exemple, à vos employés. Les stages Centaure, en fait, sont des rappels vraiment de la réglementation et surtout des mises en condition. Avec des chaussées glissantes, avec ce genre de choses qui permet en fait de se rendre compte des conditions de route auxquelles on peut être soumis lors de notre trajet domicile-travail. Ça, c'est un premier point. On peut également aussi faire des sensibilisations régulières, bien entendu, auprès des salariés, rappeler les règles de base, rappeler d'appliquer le code du travail, rappeler aussi les règles d'hygiène, tout simplement, qui rentrent aussi dans la prévention des risques professionnels. C'est-à-dire avoir un bon sommeil, ne pas consommer d'alcool la veille d'un grand déplacement ou de déplacement, de prise de voitures ou de véhicules lourds, ne pas consommer de cannabis ou de produits qui en fait ne nous permettent pas d'avoir vraiment tous nos moyens lors de la conduite. Voilà. Donc, ça peut être différentes actions comme ça. D'accord. Il y a des possibles. On est vraiment dans la prévention et la sensibilisation, sachant qu'on n'a aucune action de contrôle derrière, ou on n'a pas le droit d'en avoir. Alors, les actions de contrôle, effectivement, c'est assez complexe à mettre en place. Moi, sur un chantier que j'ai suivi, on était suivi par l'inspecteur du travail. Et pour chacune des mesures en fait, qu'on mettait en place, on lui indiquait ce qu'on souhaitait faire, voir s'il y avait des contre-indications aussi par rapport au code du travail ou pas. Et à chacune de nos actions, en fait, il a vraiment été très proactif. Donc, c'était vraiment un travail très intéressant qu'on a pu faire avec lui. Et notamment, il nous avait, on avait proposé, nous, de faire des contrôles sur l'alcoolémie, en fait, à l'entrée des salariés sur le chantier, de manière aléatoire, selon des heures définies, en fait. Donc, voilà. Et l'inspecteur du travail a accepté cette mesure et au contraire nous a incité à en faire régulièrement et beaucoup parce qu'il trouvait ça très pertinent du fait de nos risques très forts en fait sur le chantier. Donc ça peut être un travail qui peut être fait avec l'inspecteur du travail, avec la médecine du travail pour effectivement exercer ce contrôle entre guillemets ou cette vérification de temps en temps. Bien vu, merci beaucoup. Oui, pour compléter ce que tu disais, Séverine, il y a vraiment deux types de véhicules. Il faut bien voir le véhicule personnel pour aller à son travail. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de contrôle sur le véhicule. Après, il y a le véhicule de fonction ou le véhicule de l'entreprise, que ce soit le camion de livraison ou autre, où là, bien évidemment, l'employeur a l'obligation de vérifier l'état de conformité du véhicule. Ce qui n'est pas toujours fait. Et après, on va vraiment être sur de la sensibilisation. On parlait des stages Centaure, ça c'est très bien, ça dure sur 2 ou 3 jours. Il y a des systèmes
un petit peu plus léger, où on peut faire venir également des gens spécialisés dans ce type de sensibilisation, avec justement la possibilité de faire des tonneaux, hein. Je pense qu'on a tous déjà vu ce type d'équipement où ils peuvent venir. Alors bien sûr, ça s'adresse pour les plus grosses entreprises qui peuvent avoir comme ça une demi-journée ou une journée pour aborder ces problématiques-là de sensibilisation et inciter les gens à être plus prudents en voiture, mieux vérifier l'état de leur véhicule et également mieux se connaître eux, que ce soit en termes d'addiction, de sommeil, comme l'avait rappelé Séverine. Mais il faut vraiment distinguer le véhicule qui est donné par l'entreprise et le véhicule personnel. Et une chose aussi en complément, Eric, il y a des choses qui existent et qui aujourd'hui prennent de l'essor, c'est les situations en virtuel. Oui, aussi, où on est tout à assis fait. effectivement dans l'entreprise, mais on est en simulation virtuelle. Ça peut être aussi un bon moyen entre tous les moyens qu'on a pu aborder là aujourd'hui. Tout à fait. Bon. Merci. Merci pour cette question, Monsieur Mollet. Est-ce qu'on a une autre question? Je ne vois pas, je vais regarder dans le... Alors, le document PapriPact est un document à part. Alors oui, une question, le document PapriPact, c'est pas facile, est-il un document à part du document unique, Séverine? Alors non, ça fait partie intégralement du DURP. Dans document unique d'évaluation des risques professionnels, on a le terme de unique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur le DURP doit être centralisé en un seul endroit. Donc, mais par contre, la forme est libre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut être un fichier Excel, ça peut être un logiciel en ligne, ça peut être d'autres formats si vous en avez d'autres, mais tout doit être vraiment condensé au même endroit. Voilà, quelqu'un précise également qu'il existait des petits modules de la sécurité routière qui sont très bien faits. Oui, tout à fait, hein, ça peut faire l'objet de petits quarts d'heure sécurité, comme le disait Séverine. C'est véritablement les sujets, il faut les balayer tout au long de l'année et revenir sur ces points-là. Et il existe énormément de supports qui peuvent être utilisés justement pour avoir cette communication dans l'entreprise et essayer de trouver les bons moyens organisationnels, techniques et humains pour faire de la prévention. Mais en effet, les petits quarts d'heure sécurité, ça peut servir. La sécurité routière fait des modules. Il y a également les films NAPO, pour ceux qui ne connaissent pas. NAPO, qui sont très bien faits et qui permettent justement d'une manière assez humoristique d'aborder tous les risques, y compris le risque routier, mais vraiment tous les risques. Alors, est-ce qu'on peut faire le choix de ne choisir que des risques majeurs et mettre de côté les risques mineurs? Ça, c'est une très bonne question parce d'un côté, on est exhaustif, mais de l'autre côté, on peut vite se noyer à vouloir être exhaustif. Quelle est ta Tout à position, fait. Séverine? D'où l'intérêt de la classification et de la hiérarchisation des risques. C'est-à-dire que vous allez d'abord vous attaquer aux risques majeurs dans votre entreprise, sans oublier les mineurs, mais ils pourront être mis en place de manière ultérieure, peut-être pas forcément cette année, mais l'année prochaine, en fonction de la charge de travail, entre guillemets, concernant les mesures de prévention que vous aurez mises en place sur vos risques majeurs. Ouais, tout à fait, hein. Il faut vraiment accorder plus de temps sur les risques majeurs. Maintenant, on est quand même dans l'obligation de balayer l'ensemble ou de se mettre d'accord avec les partenaires et les équipes sur les risques qu'on considère majeurs. Autre question, comment intègres-tu dans le document unique les évolutions demandées par la loi Rebsamen, égalité homme-femme? Oui, tout à fait. Alors, par rapport aux hommes et aux femmes, notamment par rapport au risque TMS, si je reprends celui-là, il y a effectivement des ports de charge qui sont différentes en fait en fonction des hommes et des femmes. Ce qui peut être fait, c'est tout simplement une classification du risque selon qu'on est un homme ou une femme. Et vous allez pouvoir à ce moment-là différencier la classification de votre risque par rapport à cette catégorie de personnes et pouvoir mettre en place des mesures de prévention adaptées aux hommes ou aux femmes. Après, l'autre solution, c'est de prendre les limites pour les femmes et de les appliquer, hein. Rien n'empêche d'aller un petit peu plus loin quand il y a des solutions techniques qui sont possibles, bien sûr. Tout à fait. Autre question, peut-on intégrer au document unique les analyses d'accidents du travail?
Alors, en tant que tel, on ne va pas forcément venir les annexer ou les intégrer. En revanche, les informations que vous aurez retenues sur les accidents du travail qui vont vous permettre d'améliorer les conditions du travail, vous allez pouvoir effectivement rajouter des petites lignes de prévention en fait dans votre liste de prévention ou le PAPRIPACT et intégrer les mesures de prévention que vous aurez déterminées au regard de cet accident du travail. Ce qui va venir aussi enrichir la connaissance, enrichir les mesures de prévention que vous prendrez au cours de l'année sur vos différents risques. Alors, une autre question concernant la plateforme où devront être déposés les documents uniques. Est-ce que tu as une idée des dates? Ça, c'était la première question. Et alors, j'ai cru entendre tout à l'heure qu'on n'en avait pas pour l'instant. Et la deuxième, qui aura accès à cette plateforme? Est-ce que est-ce qu'on le sait déjà aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les dates, effectivement, on a les 2 dates que je vous ai évoquées tout à l'heure où les entreprises devront déposer le DURP sur la plateforme dématérialisée. Aujourd'hui, on attend encore le décret qui va nous permettre d'avoir le nom de la plateforme, l'organisme qui va le gérer et les accès pour les entreprises. Une chose est sûre, en fait, les accès pourront être différents en fonction de la qualité ou du poste observé en fait dans l'entreprise. Donc là, on attend encore malheureusement aujourd'hui des informations par rapport à tout ça qu'on vous délivrera bien entendu dès que les informations tomberont. Tout à fait, tout à fait. Et sur la veille réglementaire de la INF, en tout cas, on essaiera de le donner à nos adhérents. Une autre question, on manque pas de questions, et je vais te laisser répondre, et je compléterai si nécessaire. Intègres-tu dans ta cotation un critère diversité et prise en compte des personnes en situation de handicap? Alors, diversité, tu en as parlé tout à l'heure, mais personnes en situation de handicap, est-ce qu'il y a un critère dans la cotation? Aujourd'hui, prendre en compte un critère de cotation sur une situation de handicap, je pense que ça alourdirait en fait le document unique. Toutefois, il ne faut pas les omettre. Donc, par rapport à cette situation spécifique, ce serait peut-être dans les consignes au poste de travail d'adapter en fait les mesures de prévention par rapport à ce type de personnes présentant des handicaps. Je pense que c'est le plus facile aujourd'hui. Alors moi, je compléterai dessus. Pour moi, on ne peut pas l'intégrer directement. On avait fait un webinaire en novembre l'année dernière sur justement les personnes en situation de handicap. Le handicap, c'est très très large. Il en existe de toutes sortes et on ne pourrait pas intégrer d'une manière systématique dans un document unique tous les types de handicap et suivant leur taux dans un document a priori. Donc c'est vraiment une analyse qui est faite pour une personne, une situation donnée, où on va faire comment on compense en fait. Il y a un système de compensation qui est à mettre en place pour que la personne puisse accéder au poste de travail. Alors bien sûr, c'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, on va essayer de compenser le handicap. Il y a un certain nombre d'aides qui sont dessus, mais là c'est vraiment un autre sujet. Mais en tout cas, non, ça ne s'intègre pas dans le document unique. C'est un dossier à traiter à part et vraiment au cas par cas par rapport à la personne. On a toujours beaucoup de questions. Quels sont tes critères pour choisir un logiciel en matière de documents uniques? C'est vrai qu'on a énormément de possibilités de logiciels. Faut-il un logiciel? Ne faut-il pas de logiciel? Quels sont les critères du logiciel? Alors, je dirais que ça dépend de votre appétence sur le numérique déjà. Et pour moi, il n'y a pas forcément de critères pour retenir un logiciel ou un autre. L'essentiel, c'est qu'il soit vraiment adapté, qu'il soit fluide pour vous, qu'il vous parle et qui vous permette de l'avoir facilement en main. Donc là, j'aurais tendance à dire, c'est à vous de faire un benchmark en fait sur ce qui existe, de faire votre comparaison, de voir si, en fonction de vos besoins, de votre activité, s'il est adapté, quels sont les coûts en termes d'acquisition comment dire, de nombre de licences pour consulter, comment vous pouvez le modifier, est-ce que le logiciel pourra permettre d'envoyer le DURP sur la plateforme dématérialisée qui va arriver. Voilà, c'est toutes ces questions-là en fait que vous devez répondre et notamment en phase de préparation, on l'a vu tout à l'heure, le choix des méthodes. Donc là, posez-vous toutes les questions qui vous paraissent les plus utiles, les plus adéquates et les plus pertinentes pour votre activité, votre entreprise, vos conditions du travail.
et je pense que vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Sachant qu'un logiciel n'est pas forcément obligatoire, on peut également développer sa petite solution en interne. Beaucoup d'entreprises les ont fait en interne. Donc, c'est vraiment, en effet, le besoin de l'entreprise qui doit être clarifié et voir par rapport à son besoin quels sont les logiciels le mieux adaptés en termes de besoins. Nouvelle question. Dans le document unique, doit-on avoir un document en amont qui détaille par exemple les fréquences de suivi médicaux, la gestion des déchets, c'est-à-dire d'expliquer un petit peu, ou est-ce qu'on passe directement dans le document unique? Alors aujourd'hui, la fréquence des suivis médicaux est réalisée en accord avec le médecin du travail en fonction du poste de travail occupé et si le salarié est soumis à un suivi renforcé ou non. Donc là, ça se décide plutôt avec le médecin du travail. Donc la fréquence, je dirais, des suivis médicaux n'a pas vocation à entrer dans le document unique. Et la gestion des déchets, encore moins, puisque là, c'est plutôt de la partie environnementale. Donc, vous pouvez mettre en place, par contre, en parallèle, bien entendu, un plan de gestion des déchets, un plan environnemental sur l'ensemble de vos activités. Ça sera plutôt adapté dans ce cas-là. Oui, c'est ce que j'aurais dit également. Et puis, ligne par ligne, hein, quand on a un risque et en face des solutions, je ne sais pas, par exemple, formation de SST dans l'entreprise, on peut très bien faire référence sur cette même ligne de risque à la liste des SST. Normalement, je dirais, ça doit être établi sur un document, quelque chose comme ça, qui doit être référencé. Donc, pouvoir y faire référence, c'est pas forcément en préambule du document unique, mais ça va être en référence à une action, à un risque qui va être donné. On va faire référence à un plan de formation spécifique, voilà, ou à une mise à disposition des EPI. Enfin, voilà, on peut bien évidemment mettre en référence pas mal de documents. Tout à fait. Je continue sur un sujet complètement différent. On balaye vraiment tous les risques, c'est très intéressant. Comment intégrer le risque chimique, sachant que les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes que les autres risques et que l'évaluation se fait risque par risque via CERICH, sans formalisation spécifique dans le document unique, etc., etc. Alors, j'ai abordé ce point dans le DUR, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire aider par des bureaux d'études spécialisés ou les CARSAT qui vous permettent en fait d'analyser, de réaliser un diagnostic d'évaluation au poste de travail. Donc, c'est un badge que le salarié porte sur son vêtement de travail et qui va permettre de capter l'ensemble des molécules qu'il inhale au cours de sa journée. Et ce diagnostic va vous permettre d'avoir vraiment toute la panoplie en fait des produits chimiques auxquels il pourrait être soumis et vous permettre de faire cette évaluation sur la base de données chiffrées. Voilà. Et puis alors, sur les produits chimiques, hein, je dirais vraiment là, les 9 principes de prévention, c'est-à-dire qu'on élimine déjà tout ce qu'on peut éliminer. On revient vraiment à la base. Mais vraiment, c'est un vrai travail. Ça, je suis totalement d'accord avec ce qui est marqué. Le travail sur les produits chimiques et l'évaluation du risque de produits chimiques, et tu parlais tout à l'heure de cocktails, c'est-à-dire d'évaluer encore en plus le mélange des produits chimiques qu'on peut utiliser. C'est une vraie problématique en soi et je pense qu'on fera un webinaire spécifique sur ce sujet-là. Mais oui, il faut très certainement passer par des moyens détournés avant de pouvoir le mettre dans le document unique. Merci pour la qualité, merci. Problème de logiciel, j'en suis sorti 2 fois. Peu de flexibilité en cas d'évolution, en coût initial, plus périodique. Oui, donc un retour plutôt négatif là, qui est fait sur les logiciels. Oui, ça fait partie des risques. Hein, c'est justement le fait que ça dure dans le temps, l'évolution des coûts, le fait d'être toujours au top des possibilités informatiques. Donc, il faut vraiment bien choisir. On ne sait pas forcément ce que le futur sera fait. Donc, chacun a plus ou moins des bonnes expériences, mais il en existe d'excellents. Pour cette présentation claire et efficace, hâte de suivre les webinaires. Bien évidemment, merci à vous. Hein. Suivez la INF. Vous pouvez également vous connecter au LinkedIn de Séverine pour suivre ses différents conseils tout au long de l'année. Une autre question, problème des suivis médicaux. On suivra de moins en moins avec pénurie de médecins, pas de solution à ce jour et de nouvelles missions confiées.
Alors c'est vrai que la médecine du travail a été réorganisée, les fréquences ont été modifiées, c'est plus forcément le médecin du travail, etc., etc. Ça c'est vrai. Le document unique, lui, référence les risques en entreprise. Le suivi médical, je dirais, c'est quelque chose qui vient se mettre à côté. Alors, bien sûr, les services de santé au travail peuvent aussi nous accompagner dans les évaluations, mais le but n'est pas de suivre l'évolution de santé du salarié, mais véritablement de faire de la prévention, c'est-à-dire d'éviter les TMS, d'éviter les RPS, d'éviter les accidents au sens large. Après, les services de santé au travail, là, on est sur un autre sujet que le document unique. Alors, en revenant sur la produits finis, devons-nous intégrer nos fichiers séries sur la plateforme? Alors là, la question est très précise. Est-ce qu'on devra intégrer les fiches séries sur la plateforme de suivi? Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations sur les possibilités que va nous offrir la plateforme. J'aurais tendance à dire, mais je mets beaucoup de réserves parce que tant qu'on n'a pas les textes, je ne peux pas être sûre. J'aurais tendance à dire que la plateforme sera faite pour déposer le DURP. Et les annexes éventuellement qui seraient associées à ce DURP. Donc, voilà, je peux vous dire ça aujourd'hui. Je suis en attente, comme vous, des décrets d'application qui vont permettre de pouvoir vous aiguiller plus facilement sur ce sujet. Alors pour compléter par rapport à ça, on est vraiment sur deux choses différentes. Il y a d'un côté l'obligation de déposer des documents sur une plateforme. Ça va être défini par un décret. Et puis il y a de l'autre côté la jurisprudence et la responsabilité du dirigeant ou du cadre en charge de la sécurité dans une entreprise. Pour avoir fait une formation sur ces sujets-là il y a déjà de nombreuses années, il n'y a qu'une seule règle qui existe, c'est on conserve tout. C'est-à-dire que en cas de problème, tout le monde a la mémoire courte et on ne se souvient plus forcément de la fiche de données de sécurité d'il y a 10 ans sur un produit. Est-ce qu'il était mentionné telle ou telle chose? Est-ce que le type de pays était bien indiqué? Est-ce que voilà. Donc le seul moyen en fait, c'est de conserver toutes ces évaluations qui peuvent être faites pour démontrer la bonne foi de la personne qui aura mis en place la prévention et de démontrer les connaissances à cette date-là. Donc je dirais que ce soit une obligation sur la plateforme ou pas, je dirais en tant que responsable de la prévention dans une entreprise, que ce soit le RH, que ce soit le dirigeant, que ce soit un responsable HSE, pour moi, une seule règle existe, c'est on conserve, on archive, pour justement pouvoir démontrer qu'on suivait les informations, on a respecté l'état de l'art à un moment donné, mais très souvent, on vient nous rechercher pour des maladies professionnelles 20 ans après, 30 ans après. J'ai exercé pendant plus de 20 ans dans l'industrie mécanique, donc c'était souvent des cas de gens qui étaient là bien avant que je sois arrivé et qui avaient été exposés à des produits chimiques. Et il n'y a qu'une seule règle dessus, c'est véritablement conserver les documents de travail, conserver les fiches de données sécurité, tout ce que l'on pourra conserver pour pouvoir ensuite au moins avoir une non-responsabilité à titre personnel et à titre de l'entreprise. Voilà, alors après on enchaîne sur des remerciements. Voilà, ça fait plaisir. Clarté et fluidité exceptionnelle, une belle fraîcheur aussi pour un sujet traité si souvent déjà. Eh ben, merci beaucoup, Merci. merci pour ce retour. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça. Séverine, je te laisse un petit mot de la fin, parce que là, apparemment, il n'y a plus de questions, et puis on va arriver surtout au timing final qui est 17h30. Donc, je vois qu'il y a des mails. Donc, n'hésitez pas à mettre les mails en commentaire, vos mails en commentaire, comme ça, je serai sûr de vous envoyer le replay et le lien sur les prochains webinaires. Je te laisse un petit mot pour conclure, Séverine. Le mot pour conclure va être assez rapide finalement. Vous l'aurez compris qu'au travers de toute cette présentation, le DURP, c'est vraiment un outil de performance pour votre entreprise qui va vous permettre d'avoir une dynamique dans la prévention des risques professionnels et d'avoir une amélioration continue des conditions du travail de vos salariés. Voilà.
Eh bien, moi, pour conclure, je vais vous remercier tous parce que vous étiez très nombreux aujourd'hui et très nombreux à rester également dans la partie des questions-réponses. Donc, c'est toujours pour moi la satisfaction de voir que bah, le message était intéressant. Vos retours, vos commentaires, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de refaire d'autres webinaires. Un grand merci à Séverine parce que bah, pour avoir un message clair et assez concis sur quelques slides, ça demande en général beaucoup de temps de préparation justement pour avoir les bonnes informations et d'une manière très simple. Mais cette simplicité, c'est souvent justement le fruit d'un travail. Donc merci beaucoup Séverine pour ce temps de préparation. Merci à vous de Euh, l'avoir suivi. euh, je vous dis à très bientôt. Dans quelques jours, je vous enverrai le replay. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier. Pour la INF, vous pouvez également sur le site de la INF, www.association-inf.com. Voilà, il est 17h25. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir et bonnes actions sécurité. Au Au revoir. revoir.